part, j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pays différents. J'ai signé 2 contrats le 31 août. Ça m'a rappelé mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content, tu vois, j'étais fou. Alors, mon coach, avant l'échauffement, je dis coach, je suis grave pas bien. Il m'a dit, hey, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Tu sors un super match. Ladies and gentlemen, bonjour à tous. Je m'appelle Sébastien Bassong, aka Baby Bass, et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps, l'émission de la génération 86, accompagné de mes frères depuis plus de 20 ans, de mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Facci, aka Ricky Friandise, et de Quentin Westberg, aka Q, l'américain. Ballon Main Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire. L'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune, notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors, si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, main, corps. Let's go! Le ballon, les mains, le corps. D'accord? Ballon, main et corps. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, main, corps. BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, ça bouge pas. Bien sûr, ça va encore moins bouger là. Mais je vais dire, mes frères, franchement, je vous aime beaucoup, mais bienvenue Benjamin Nivet. Franchement, comment ça va Benji? Comme Quentin dit, Benjamin Nivet, notre invité, un membre de la secte, c'est-à-dire de la secte INF. D'abord, Benjamin Nivet, comment ça va? Ricardo, Ricky Friandise, Quentin Q, l'américain, les frères, je vous aime, mais t'as vu, pour l'instant, on n'est pas Second plan. Second plan aujourd'hui. Benjamin Nivet, notre premier invité, comment ça va? Ça va très bien, je vous remercie en tout cas d'avoir pensé à moi pour être le premier invité. Comme tu l'as dit, Seb, famille INF, donc voilà, un plaisir d'être avec vous trois, Ricky, Q. Et ça va bien, ça va très bien. Un peu plus de 3 ans après ma carrière, forcément, vous savez ce que c'est Q pas encore, mais c'est pas évident d'arrêter. Ricardo, tu joues encore, donc, mais ça va très bien parce que j'ai trouvé une reconversion pour l'instant qui me plaît et où je m'enrichis, donc, et je suis toujours dans le milieu de football, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Ouais, je t'ai vu à la télé, je t'ai vu commenter le dernier match et tout, je t'ai regardé, j'étais à la télé, je t'ai dit, oh, il va passer dans notre podcast dans pas longtemps. J'étais là, je t'écoutais attentivement. Bon, Ricky Friandi, c'est comment? Ah, ça va très bien pour le coup. C'est vrai? La semaine dernière, ça allait pas trop bien, tu sais, blessure, défaite avec mon équipe, mais là, avec la présence de Benj et avec vous, les gars, ça va. Parce que vous n'avez toujours pas gagné. On n'a toujours pas gagné. Oh, Ouais, pardon. je suis. Ah ouais, bah oui, de toute façon, en tant qu'Aurélien, on peut dire comme ça. C'est ça, Aurélien, né à Chartres, donc oui, je suis que. c'est clair, c'est vraiment une saison compliquée, Benj, hein, vraiment très compliquée, sportivement, extra-sportivement, tout ça. Donc, bon, c'est pas le sujet du jour, hein, les gars. Mais bon, mais sinon, ça va. Content d'être avec vous, les gars, comme chaque semaine. C'est un kiff de parler football ici, en plus avec une grande personne du football. Donc, je pense qu'on va passer une bonne heure ensemble. Donc, attends, c'est-à-dire que là, on n'est plus à 11 finales, on est à 10 finales. Là, on est à 10 finales. Hein. En plus, C'est un gamin. Ah non, la semaine dernière, c'était 11 finales, parce que c'était chaud, il avait pris, en plus, il s'était fait allumer, tu vois, on vieillit, tu vois, on s'effrite. Ça va mieux déjà, le tibia péroné? Oh, ouais, ça va. Plus de peur que de mal, finalement. Là, je suis en train de récupérer. Je vais voir mon kiné régulièrement. Donc, ouais, ça va rétablir pour le prochain match. Et justement, tu parles de finale. On en a une belle la semaine prochaine. Enfin, dans 2 semaines, vu qu'on joue pas ce week-end. Le Racing 92. Avec, tu dois connaître aussi Guillaume Norbert. Ouais, bien sûr. Il joue au Racing? Il coach. Ah Donc, oui, il coach, ouais. Il coach, son père qui est président. Donc là, on va les jouer. Eux, ils veulent clairement monter. Ils sont chauds. Là, ils viennent de mettre 6-1 à Évreux. Donc, je pense que ça va être C'est une le belle petit terrain là, derrière Colombes, le petit terrain, je sais que j'avais déjà joué. Le Chouane. Le Chouane. Petit terrain National 2, ouais. Bah là, ils sont là pour l'instant, ils jouent à Versailles parce que tu sais, Yves du Manoir est en rénovation pour les JO. Donc là, Ouais. ils jouent à Versailles, mais bon, pour eux, aucune différence. Hein. Et là, ils torchent toutes les équipes de N2. Et ils jouent clairement la montée avec Rouen cette saison. Donc ça va être un match intéressant. Ah, ouais. ATL, c'est comme ça qu'on dit maintenant. ATL. Désolé ATL. pour ce. ATL, qu'est-ce qui se passe à ATL? Ça Bon, va, les gars.
fais partager aux gens les retrouvailles avec Les retrouvailles. ton ex-meuf. Avec mon ex, franchement, c'est un peu le feeling. Tu revois, tu sais, ça, ouf, ça pique un peu, tu sais, ça fait hyper plaisir et en même temps, ça pique un peu. Non, franchement, moi, j'ai toujours pris énormément de plaisir à rejouer contre mes anciens clubs. Et là, de revoir, voilà, c'était tout frais. Hein, après 4 ans passés à Toronto, on a rejoué à Toronto, on s'est recroisés d'entrée. Voilà, toujours un plaisir. Hein. Tu sais, t'as partagé des super moments. On a eu la chance de gagner des titres. Donc, il y a encore cette petite chose encore un petit peu plus particulière tu croises quelqu'un, tu as ce moment-là qui restera gravé à jamais. Donc, voilà, il y a une petite saveur. Il y a Après, on est aux États-Unis, hein, oh, tu nous manques et tout. Bon, c'est toujours à prendre un peu. Tu sais, ça fait plaisir sur le moment. Après, les Américains, ils disent ça à tout le monde. Tu sais. Donc, non, sincèrement, sincèrement, une relation très, très authentique avec vraiment énormément de monde là-bas. Ça fait super plaisir. Franchement, on les a tabassés au football. On a fait 1-1. On les a vraiment tabassés. C'était assez incroyable. Mais Bernardeschi met un beau but. Donc voilà, 1-1. Nous, on est 4 points en 2 matchs. 2 matchs à domicile. Voilà. Comme je vous l'avais dit, toujours assez spécial hein, ces matchs à domicile. On a un super stade, super atmosphère. Voilà, on est dans le kiff, hein, toujours reconnaissant et grateful d'être encore sur les terrains, vivre ça, partager ça avec ma famille et d'avoir notre premier invité en tant que Benj Nivet qui, en off, nous a fait un petit... Il est apparu avec le maillot Quentin Westberg du Tour FC. Je peux vous dire que... Respect. On peut couper, ça y est, mon ego est flatté, ça y est, tu vois, ça y est, on peut terminer. Mais ça serait trop bête. Non, ça serait vachement trop bête. T'es malade ou quoi? On a plein de choses à se raconter. Et en plus, franchement, je vais pas te mentir, Benjamin. Moi, je t'appelais Benjamin, tu vois, ça fait beaucoup de respect. C'est Quentin qui t'appelle Benji, tu vois, Benj. Tu veux qu'on t'appelle comment déjà? On t'appelle comment? Benj, c'est le plus. Benj? Le plus courant, c'est Benj. Ouais. Benj, on va t'appeler Benj. Je vais t'appeler. Après, mais... Non, je vais t'appeler Benj. Tu vois, et c'est. Moi, je reste sur Monsieur Nivet, les gars. Non, déjà, ça va être monsieur. Quand on va parler technique, on parle football pur, on va dire Monsieur Nivet déjà. Mais là, pour l'instant, on est encore, tu vois, on est dans Benj. Et Quentin, quand on discutait invité, et on a toujours des discussions un peu, on échange. Et de la nature de notre podcast, de la nature de nos discussions, je ne vais pas te mentir, ton nom, Quentin, ça a été automatique. Et c'est même pas la première fois qu'il cite ton nom dans certaines de nos discussions et tout. Donc, ton nom, il revenait souvent. Après, bien sûr, on connaît tous le ballon. Donc, pour nous, c'était normal de t'inviter. Maintenant, on a besoin de tes lumières. Et en fait, aujourd'hui, comme on fait d'habitude, j'ai envie souvent de vous amener. Aujourd'hui, on va se balader un peu. Tu vois, d'habitude, on est là, on essaye de prendre un sujet et de le disséquer jusqu'à l'os. Aujourd'hui, on va essayer de disséquer, mais on va aussi un peu se balader parce que tu représentes beaucoup de choses et des choses qui sont communes à nous, qu'on a en commun. L'INF Clairefontaine, par exemple, le championnat de France, le Nord-Est, le Nord-Est de la France, Metz, Troyes, Strasbourg. Et bon, pour lui, tu vois, celui qui est référendiste, lui, il a fait tout le reste de l'Europe, tu vois. Il a fait le grand test, lui. Il a fait le grand test à la fin, pour revenir chez lui à Chartres. Et voilà, et pour revenir chez lui, né à Chartres. Mais, en fait, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de discuter avec toi un peu ton identité. Le football, déjà, comment tu le vois? Comment tu as pu... On va tous comparer un peu nos carrières, mais comment tu as pu... Parce que tu as des particularités quand même. Tu as une particularité qui est, si je regarde bien, si je me suis bien documenté, c'est que le plus gros de ta carrière, il a été joué à partir de 30 ans. À partir de 30 ans. Donc, ce qui me fait dire aujourd'hui longévité, mais aussi, comme il disait Quentin, et c'est surtout Quentin qui me donnait des tips, qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Comment tu l'as vécu? Qu'est-ce qui s'est passé? Et tu vois, tout ce qui est autour de la confiance, du psychologique, et après du physique, qu'est-ce qui s'est passé? Et après, moi aussi, j'avais envie de
Ça, c'est pour vraiment introduire aussi mes deux frérots, parce que mes deux frérots, ils sont importants dans cet échange. Je me suis toujours dit, à tort ou à raison, Benjamin Nivet, franchement, bête de joueur. Bête de joueur, bête de vision du football. Tu faisais des trucs de fou sur le terrain. Je sais pas comment tu faisais. C'est talent, vision. Mais Benjamin Nivet, toujours joueur du championnat de France. Tu vois, Ouais. joueur typique du championnat de France. Typique dans le sens, ça n'a pas bougé. Et moi, ma question, que eux, ils sont même pas au courant, c'est à un moment donné, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait dans la tête? Comment était ta mindset pour t'installer et ne jamais prendre le risque peut-être de bouger? Je sais pas si c'est un risque ou pas, mais voilà, comment ça s'est passé dans ta tête? Et c'est pour ça que, parce qu'à un moment donné, Quentin aussi, il est parti, mais il est parti tard. Il est parti de la France, entre guillemets, tard. Ricardo, tôt. Moi, tôt. Donc, on est un peu ça, on fait un 2 contre 2 là, tu vois. On va faire un petit 2 contre 2, mais juste pour échanger, pour que les gens comprennent ce qu'il y a de bien à ça et pourquoi, comment on en est arrivé là, tu vois. Donc, la parole est à vous, messieurs, la parole est à toi. On va commencer, à moins que Friandis, tu veux faire le aller-oop. Non, 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 là, il n'y a pas d'alley-oop, là. Là, je laisse la balle au meneur, donc je laisse la balle Ah, à 20. pour le coup, c'est lui le vrai numéro 10. Hein. C'est pas... Ouais. Pour le coup, c'est lui qui va distribuer, là. Non, mais tu as bien résumé. En fait, il y a plein de choses à dire dans ce que tu as dit par rapport à ma carrière, par rapport à tout ce qui s'est passé depuis le plus jeune âge, depuis l'INF, parce que l'INF, c'est le début un petit peu de la carrière professionnelle. Après, il y a le centre de formation. Mais c'est vrai que j'ai percé sur le tard. À 28 ans, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent par rapport à ça. Et puis, c'est vrai que j'ai été fidèle au championnat de France. Bon, je n'avais pas non plus un agent qui était très influent peut-être à l'étranger. Des fois, tu peux avoir des propositions et là, peut-être, ça peut t'amener à réfléchir. Et moi, je ne cherchais pas forcément à aller à l'étranger parce qu'en fait, j'ai été bercé par le championnat français quand j'étais môme, quand j'étais gamin. J'ai adoré ces matchs parce qu'à l'époque, je trouve que tu pouvais beaucoup plus t'identifier aux équipes. Maintenant, je trouve que c'est beaucoup plus difficile avec ce nouveau football par rapport à moi, ce que j'ai connu quand j'étais môme, c'est les années 90. La GIA, tu as toujours la même équipe. À Nantes, tu es souvent la même équipe. Les joueurs, ils bougeaient moins que maintenant. Donc, Ouais. moi, j'ai adoré le championnat de France. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai voulu rester dans le championnat et j'ai pas forcément cherché à partir. Ma famille, mes amis me regardaient jouer aussi, c'était important. Et ouais, j'étais vraiment fidèle au championnat. Et donc, ça, c'était la première chose. Sinon, par rapport à ma carrière, ouais, elle a commencé tard. Après, je crois qu'il y a l'aspect mental dans le football est très, très important. Moi, j'avais cette qualité-là de jamais rien lâcher. Je m'entraînais toujours, j'étais jamais blessé, j'étais toujours sur le terrain. Par contre, j'avais un déficit mental quand j'étais jeune, à 18-20 ans, où je ne me suis pas imposé, je me suis dévalorisé aussi peut-être à un moment donné par rapport aux autres. Et puis, je crois que je me mettais peut-être trop de pression, tu vois. La pression, c'est bien d'en avoir, mais qu'elle soit positive pour être performant. Et moi, je me mettais un peu de pression négative, c'est-à-dire me dire il faut que je sois bon. Giroud, il me faisait rentrer un quart d'heure, je me mettais la pression pour être bon. Et du coup, ça m'inhibait et je perdais un peu mes moyens. Et ça a été un peu aussi un frein. Donc, le manque de confiance en moi, je me dévalorisais. Je trouvais toujours les autres meilleurs que moi. Je ne sais pas pourquoi. Athlétiquement aussi, j'étais plus faible, mais j'avais cette vision du jeu, comme tu as dit. Et donc voilà, après, je vous laisser un peu parler pour en savoir un peu plus, mais il y a aussi le fait que si je suis arrivé sur le tard dans le football, j'ai joué un peu de 22, parce que j'ai commencé à 20 ans, j'ai fait une quinzaine de matchs avec Auxerre, et après à 22 ans, j'ai été prêté à Châteauroux. Mais en fait, il a fallu que je change. Moi, je suis un numéro 10 vraiment à l'ancienne, comme on a souvent dit, mais c'est vraiment le cas. Moi, je jouais numéro 10, il fallait que je sois meneur de jeu, derrière un ou deux attaquants, mais vraiment dans ce rôle-là. Et du coup, j'ai dû changer un peu mon style de jeu parce qu'on ne jouait plus avec des entraîneurs, ils ne jouaient pas avec des numéros 10 comme moi, un gamin qui n'est pas très costaud, qui ne va pas vite, qui n'est pas puissant. Et donc, il a dû vraiment que je change mon style de jeu et je sois un peu plus défensif. J'ai joué devant la défense. Donc, et c'est à 28 ans où j'ai connu Jean-Marc Furlan, où lui, il m'a dit non, toi, tu es un numéro 10, tu joues numéro 10, le ballon, il passe par toi, tu es le boss dans cette équipe. Par contre, si tu rates, par contre, je te flingue. Mais il m'a donné les responsabilités et c'est à partir de là que ma carrière a vraiment commencé. C'est une rencontre avec un entraîneur, il y a eu une alchimie et puis derrière, bah voilà, ma notoriété a été faite grâce à lui. Après, j'aimerais bien que mes deux compères, et après aussi, comment dire, ils convergent
ils parlent de leur ressenti à eux par rapport à toi, de vue de l'extérieur, leur vision, mais et de la leur, et de leur carrière à eux. Mais tu vois, par exemple, tu dis, moi, ce que j'entends quand tu parles, c'est que il y a eu un mélange de la bonne rencontre, une bonne rencontre, mais une rencontre au final qui vient remplir un espace vide de confiance en soi. C'est-à-dire que tu étais là, tu n'étais peut-être pas au bon endroit au bon endroit, au bon moment. Ça veut dire que tu as dû changer pour jouer et vraiment devenir l'homme et le joueur que tu devais devenir. Au final, tu es redevenu toi-même. Cette personne t'a juste remis à ta place et donné tes qualités, voilà, ton talent. Ok, ton talent, c'est de la vision du jeu. Je vais te mettre dans les meilleures conditions. Ça veut dire que, est-ce que vraiment, après, est-ce que on doit ça à quelqu'un ou ça met en exergue vraiment ce manque de confiance? Tu as douté, parce qu'à un moment donné, quand tu dois changer, quand tu dois je vais pas dire travestir, mais tu vois, t'adapter à un niveau, parce qu'on parle beaucoup, nous, ici, d'adaptabilité, que c'est super important de s'adapter dans le football. Mais moi, quand je te vois ou quand je t'entends, je me dis, tu vois, il a pas perdu 7-8 ans, mais on aurait pu faire plus vite. On aurait pu faire beaucoup plus vite, tu vois. Donc, est-ce que cette adaptabilité, comme il dit, Ricky, souvent, il parle de le fait de ne pas s'imposer. Il parle du fait de ne pas s'imposer. Toi, à ton niveau, comment ça s'est passé à ce niveau-là? Ouais, moi je pense que c'était ça mon plus gros défaut quand j'ai débuté à 18-20 ans, parce que quand tu rentrais dans le vestiaire pro à cette époque-là, déjà tu rentrais pas dans le vestiaire, tu étais pro mais tu n'étais pas dans le vestiaire pro. Tu étais à côté, Vestiaire arbitre, on l'a connu vestiaire aussi. arbitre, voilà, vestiaire à côté. Et pour avoir ta place dans le vestiaire, il fallait prouver, il fallait jouer des matchs pour que tu puisses avoir une place dans le vestiaire. Donc ça, déjà, tu avais ça. Et les pros, il fallait t'imposer. Et moi, l'erreur que j'ai faite, c'est que je ne me suis pas imposé. Et ça a été mon plus gros défaut au début de ma carrière. Et pour parler d'un joueur que Q il connaît bien et que vous deux aussi vous connaissez bien, c'est Blaise Matuidi. En fait, le mec, quand il arrivait dans le vestiaire, respect, il parlait pas trop, il était sage à sa place. Sur le terrain, c'était un monstre parce qu'il s'est imposé. Et moi, après, j'ai encouragé tous les jeunes, parce que moi, je suis passé par là et j'ai encouragé, mais qui que ce soit, vous avez en face de vous à l'entraînement, quoi que ce soit, vous êtes là pour gagner votre place. Et Blaise était la parfaite illustration. Parfaite illustration que le mec, il est arrivé, il avait 17 ans ou 16 ans et demi, je sais plus. Ouais, il nous marchait sur la gueule à l'entraînement. Sans Ils s'en complexe. foutaient qui il avait en face de lui, quelle que soit la star ou la pseudo-star, quoi. Mais voilà, ça, je trouve que c'est un modèle pour moi de mec qui s'est imposé. Voilà, les jeunes ils doivent s'imposer. Après, il y a le respect derrière, mais c'était un bel exemple, moi, ce que j'ai pas réussi à faire au début de ma carrière. Bah, tu vois, par exemple, quand tu parles de s'imposer, tu as bien fait la différence pour ceux qui nous écoutent et il y a beaucoup de plus jeunes. S'imposer ne veut pas dire venir défier ou manquer de respect. Tu as De bien prendre fait la toute la différence. place. C'est un Prendre truc la sur lequel place. on insiste énormément. C'est Voilà. Blaise, pour avoir été là, Blaise, c'était pas un mot plus haut que l'autre, il se laissait chiffonner presque, hein, il se laissait charrier, mais c'est vrai que sur le terrain, il y avait plus d'âge, il y avait plus de statut, il y avait plus rien du tout. Et c'est un exemple qu'on a quand même relativement souvent souligné. C'est vrai que même, je sais pas comment tu l'as vécu toi, Binge, mais oh, c'est vraiment un phénomène comme ça ou pas? Tu sais, genre, on se demandait, attends, il a vraiment 17 ans, 18 ans? Enfin, il doit jouer. Tu vois, c'était presque dès le début, il est arrivé, il est passé des 19 ans au pro, c'était un des meilleurs, tu vois. Et en fait, c'était difficile à cerner parce qu'il n'avait pas une personnalité hyper charismatique. Mais effectivement, sur le terrain, ça coulait de source. C'était lui et en fait, il sortait du lot, encore plus dans un environnement comme celui-là. Mais moi, si je peux rebondir sur pas mal de choses qu'a dit Ben, son éclosion, je l'ai vu, j'ai connu le avant un tout petit peu. Moi, j'ai commencé en pro sous Farouk Belgique. Et c'est effectivement là où, ouais, Ben, j'étais un 6, Ouais, enfin, exactement. reconverti 6, mais Voilà. ça respirait pas le bonheur. Tu vois? Et c'était un truc où moi, j'arrivais avec mes yeux tu sais, tu t'adaptes, pareil, tu fermes ta. Ça respirait pas le bonheur. Tu survivais, en fait. Tu survivais dans ta carrière. Tu jouais 6 parce que tout d'un coup, il fallait des Ricardo Fati en 6. 1m90, à l'aise avec le ballon. Tu vois ce que je veux dire? Et Javelot. Javelot, il fallait. Non, mais il y avait un certain profil en vogue. C'était la succession de Patrick Vieira. On en parle souvent ici, hein. Il y avait un profil établi. Bref.
Et c'est vrai que quand Jean-Marc Furlan est arrivé, tout d'un coup, t'étais quelqu'un d'autre, tu vois. Et comme a dit Seb, et là où moi je voulais, tu sais, je voulais en demander un petit peu plus parce que je t'ai vu, tu sais, c'est pas souffrir, mais pas prendre de plaisir avec un certain style de jeu, avec un certain coach. Mais en fait, comment t'as rien lâché pendant ces 8 années de 20 à 28 ans? Et comment est-ce que ça t'a servi quand tout t'a souri finalement? Quand tout d'un coup, tu as un coach qui t'a donné les clés du camtar et tu t'es dit, ah mince, ça m'arrive à 28 ans, est-ce que j'ai les épaules? Est-ce que là, tout d'un coup, tu n'as plus du tout douté? Ou si, en fait, tu étais tellement sûr de ton identité, à savoir mon background Clairefontaine à Auxerre, qui était à l'époque, tu sais, il faut remettre dans le contexte. Auxerre, c'était un club top 5, si ce n'est top 3, 4. C'était européen tous les ans. C'était européen tous les ans. Voilà, on est d'accord. C'était européen tous les ans. Tu as fait ces 3 années, il me semble, en Ligue 2. Enfin voilà, tu étais devenu un bon joueur de Ligue 2 à Châteauroux. Mais comment est-ce que tout a cliqué? C'est pas que Jean-Marc Furlan c'est toi toutes ces années à rien lâcher? Ou en tout cas, est-ce que tu peux nous dire si ces années à rien lâcher, ça t'a servi quand t'as donné ton opportunité, quand bien même tardive? Ouais, bien sûr. Après, même de 15 ans à 28 ans où j'ai rien lâché, parce qu'à 15 ans, déjà, c'était à Auxerre, c'était la grosse concurrence. Et moi, en fait, j'avais tellement ce rêve de vouloir réussir, d'être pro, que j'étais prêt à tout pour réussir. Donc, mentalement, autant j'avais des faiblesses sur certains points, autant j'étais très fort à vouloir ne rien lâcher, même dans les moments difficiles où tu joues pas, tu es en équipe réserve. Je me suis toujours accroché et du coup, ça m'a servi c'est vrai qu'on parle de 28 ans parce que c'est vraiment là où ma carrière a décollé. Ça m'a servi dans la mesure où la notion que vous avez dite, je sais pas vous, dans votre carrière, ça serait intéressant de me dire, le plaisir. Et je crois que quand on est môme, on joue pour le plaisir. Et je trouve qu'à un moment donné, en pro, je jouais plus trop pour le plaisir certaines saisons où je jouais pour faire ma carrière. Tu vois, c'était un peu, pas un métier, pas jusque-là, mais il y a des saisons où j'ai joué, mais je me suis accroché pour être titulaire, pour jouer, pour faire ma carrière, mais je prenais plus de plaisir. Je prenais plus de plaisir sur le terrain et il y a l'entraîneur forcément qui a un projet de jeu et moi, du coup, c'était hyper important que je sois avec des joueurs qui aient un collectif parce que souvent, j'ai entendu dire que c'est vrai, à la stack, on disait ah putain, quand Benjamin Nivet il est pas là, tu vois, on disait des fois ça, j'entendais, je dis non, non, c'est complètement faux, c'est pas ça. Moi, je m'éclate grâce aux autres à côté de moi, mais si j'ai pas les autres à côté de moi, je vais devenir un joueur lambda et j'ai pris du plaisir parce que Furlan avait un projet de jeu, parce qu'il y avait une équipe qui jouait avec une identité et voilà, et moi, je pouvais m'éclater grâce à ça, à mon poste qui était de meneur de jeu et aussi au fait qu'il y avait un vrai projet de jeu collectif. Et ça, c'est important aussi. Et du coup, quand je faisais mes choix de carrière, il fallait que je fasse très attention à où j'allais mettre les pieds, quoi. Parce qu'après, une fois que tu as rencontré ça, tu voulais plus jamais te retrouver dans une situation comme précédemment, à savoir, est-ce que Benj c'est un 6, c'est un 8 Non, non. Toi, après, il fallait que tu ailles quand tu vas à Caen. C'est parce qu'on te dit tu vas être notre numéro 10. Exact, ouais. C'est ça parce qu'en fait, à l'époque, j'ai Caen et Nancy. Nancy, si vous vous rappelez bien, c'est Pablo Correa, l'entraîneur. Ouais, Et c'était très physique, quoi. Ah, Donc, fallait courir, hein. la guerre. voilà. Le dancher, il est là où il est le ballon. Je l'ai eu à Evian et à Auxerre. Le dancher, il est là où il est le ballon. Donc voilà, pour moi, j'avais vu jouer Caen. Alors c'était un football total. Alors après avec ses défauts aussi, mais du coup, j'ai pas hésité longtemps parce que je savais que j'allais jouer en numéro 10, qu'on allait avoir un football offensif, que j'allais m'éclater. Et c'est ce qui s'est passé. Alors avec des victoires, des défaites, une descente. Mais moi, j'ai pris du plaisir sur le terrain et je crois que c'est ça aussi qui est très important aussi quand on fait une carrière, de penser surtout aussi à prendre du plaisir. Et je crois que j'en ai pas assez pris au début de ma carrière. La notion de plaisir, Ricky, t'es obligé de rebondir là-dessus parce que. Ah, Ricky, c'est toi l'avocat du plaisir. Non, mais on sait. Moi, franchement, je pourrais rester assis là tout l'épisode et vous écouter, les gars. Franchement, c'est super intéressant. Mais franchement, je me reconnais beaucoup dans le parcours de Benj, même si on a vraiment pas du tout les mêmes carrières, pas du tout les mêmes profils de joueurs ou de jeux. Mais c'est exactement aussi ce que je vivais aussi quand j'étais à la Roma. Moi, c'est vrai que je suis parti très tôt. Moi, encore une fois, je me répète, mais moi, quand je parle à la Roma, sincèrement, c'était pas pour l'argent.
moi je pars parce que moi depuis tout petit je suis un fan de la Serie A, d'autant plus fan de la Roma. Donc quand un de tes clubs préférés te contacte, franchement t'es flatté. Et moi j'ai qu'une envie, c'est de découvrir cet univers-là. Avec Donc quel âge? T'avais quel âge? j'avais 20 ans. Tu pars de Strasbourg, hein, c'est ça? Je parle de Strasbourg, ouais, j'ai commencé en pro à 19 ans avec Strasbourg. Et un match de Coupe d'Europe, hein, coupe de l'UEFA contre la Roma, je joue, je fais une très belle performance, je suis encore sous contrat stagiaire, donc bah, la Roma saute sur l'occasion. Et du coup, bah, je me retrouve à la Roma à 20 ans. Bon, aujourd'hui, 2023, quand on dit 20 ans, on dit bon, ça va, 20 ans, c'est la base pour partir à l'étranger, mais tu sais, à l'époque, il y a 15-20 ans, c'était assez rare, surtout pour un jeune qui avait fait 10-15 matchs en Ligue 1. Et voilà, mais c'est ça. Moi, j'avais envie aussi de découvrir quelque chose en tant que passionné, hein, vraiment, de découvrir vraiment un univers que je voulais vraiment connaître. Après, un peu comme toi, ben, j'avais de l'envie, j'avais de la motivation, j'avais un certain talent, mais j'avais pas encore, pareil, cette niaque ou cette personnalité pour prétendre à jouer tout simplement dans cette équipe-là. Donc voilà, j'ai mis du temps à m'imposer. Puis c'était compliqué parce que pareil, hein, j'avais l'impression aussi que je me sous-évalue aussi par moment. Et puis voilà, dans un vestiaire plein d'ego, ça pardonne pas. Donc parti en prêt, j'ai pris aussi un peu de plaisir. À Nantes, c'était compliqué aussi parce que bon, comme on l'a expliqué en off, de toute façon on connaît, hein, on est passé à Malherbe, hein, tu nous as donné la fessée. Donc voilà, c'était des saisons assez compliquées. Donc moi aussi j'ai mis du temps aussi à pas j'ai mis du temps à prendre du plaisir aussi, hein, sur un terrain de foot, hein. J'ai joué dans des grands clubs, j'ai connu des belles émotions, tout ça malgré tout, mais j'ai pris du temps personnellement à m'épanouir en tant que joueur. Après, j'ai commencé avec l'expérience, aussi avec du vécu, j'ai commencé à faire la part des choses et à prendre plus de plaisir, notamment quand je suis parti en Turquie. Mais je pense que, contrairement à toi, et c'est là que je pense c'est intéressant qu'on en parle, c'est que j'ai pas fait cette rencontre en fait. Toi, je pense que tu as eu la chance de rencontrer un homme comme Jean-Marc Furlan, voilà, qui a su pas t'utiliser, mais te voir dans ta vraie nature, en fait. Et moi, là, dans ma carrière, j'ai pas eu cette chance de trouver ce mentor-là. Donc, moi, ma question, c'est la suivante. Est-ce que tu considères, je pense que oui, est-ce que tu considères Furlan comme ton mentor, même si tu l'as connu assez tard dans ta carrière, mais est-ce que tu considères comme un mentor et celui qui a mis ta carrière sur des bons rails? Ouais, bien sûr, bien sûr. Je crois que c'est une alchimie entre un entraîneur et un joueur. Et c'est sûr que dans ma carrière, c'est ma plus belle rencontre parce que en plus de son projet de jeu qui pour moi a été top, quoi, ce football ou le QI que vous avez évoqué dernièrement, le QI football, bah, lui pour moi, Furlan, il a besoin d'avoir des joueurs intelligents sur le terrain, quel que soit le poste. Hmm. Et c'est à la base pour sa réussite, ce qu'il a très bien compris aussi très vite. Et du coup, et puis me placer en numéro 10, soit on jouait des fois en 4-4-2 en losange, donc moi je jouais numéro 10 derrière deux attaquants, moi, c'est le poste rêvé, ou des Magnifique fois ça. on jouait en 4-2-3-1 et moi je jouais en numéro 10 derrière l'attaquant qui était souvent Sébastien Grax en Ligue 2. Et cette saison-là, bah, 2004-2005, on remonte, c'est sa première saison en pro à lui, à Jean-Marc Furlan. Et ouais, je crois que j'étais pas le seul parce que Q, il le sait, même les remplaçants, tout le monde était content Mhm. parce qu'on prenait beaucoup de plaisir sur le terrain et par rapport aussi à une philosophie de jeu euh, bah, qui était propice à un épanouissement personnel, en tout cas pour moi, quoi. En plus, il y avait un contexte à l'époque. Parce qu'en fait, c'est là où, tu vois, c'est intéressant. Tu vois, tu le mets sur un sujet où là, tu parles du joueur ou d'un des deux joueurs les plus importants cette année-là. Il me semble que tu es nommé, tu sais, trophée UNFP, meilleur joueur, toi et Seb Grax, pardon, il me semble. Et moi, Ouais, de c'est mon ça. point de vue, j'étais le 26e joueur de l'effectif. Tu vois ce que je veux dire? J'étais 3e gardien à l'époque. J'étais tous les jours à l'entraînement et tout. J'ai fait 2-3 bancs. Mais cette saison m'a énormément appris à moi aussi. Parce qu'effectivement, tu avais un vrai groupe. C'est-à-dire que c'était un truc. Tu avais des mecs qui étaient super utilisés. Tu as des mecs qui jouaient 10 matchs et qui ont été super importants. Tu as des mecs qui ont joué 5 matchs et qui ont été super importants. Et moi, de cette année-là, j'ai énormément appris l'importance d'une dynamique. Tu vois, le côté, tu sais quoi, si tu peux pas être important sur le terrain, sois important à l'entraînement. Pousse les mecs, sois toi-même compétitif, sois toi-même sans pour autant être négatif. Tu vois ce que je veux dire? Mais après ça, la meilleure leçon, c'est tout le monde profite
d'une bonne dynamique, d'une montée, d'un ci, d'un ça. Parce que moi, par exemple, j'ai pas joué un match. J'ai été 3 fois dans le groupe cette année-là. Mais cette année-là, il y a aussi la Coupe du Monde moins de 20 ans. Je fais une super compétition. J'ai des clubs internationaux. Et tout d'un coup, l'année d'après, je suis passé de pas 3 fois dans le groupe à gardien remplaçant en Ligue 1. Donc, moi aussi, sans pouvoir le prévoir, sans même y penser, je me suis occupé de bosser pour moi. J'ai poussé les autres. Je faisais partie de cette vie de groupe comme un petit jeune. Hein. J'avais 18 ans à l'époque. Mais comme un petit respectueux et en même temps qui était toujours dans moi, mon côté compétitif, on pourra jamais me l'enlever. Mais il y a un truc où une montée, quelque chose de positif, ça profite à tout le monde. Fatalement à celui qui a fait 30 matchs et qui va qui va récolter les lauriers, comme ça a pu l'être pour toi, Benj, cette année-là. Mais comme pour celui qui joue. Revalorisation de salaire. Tu vois, il y a la passion et il y a le pragmatique. Il y a le mec qui, tu vois, les numbers, les contrats. Bref. Il y en a qui veulent jouer au Parc des Princes ou au Vélodrome. Il y en a qui veulent le salaire x2, x2. Non, il y en a qui veulent leur box, qui veulent leur loge attitrée. À Norwich, exactement. Mais tu vois, c'est la force de ce podcast. Mais c'est là où, ce qui est important, d'une part, pour tous les traits que tu as rappelés, à savoir, tu sais, de rien lâcher, c'est long, hein, de 18 ou comme tu dis, de 15 à 28 ans, d'être un petit peu overlooked, comme on dit en anglais, d'être un peu laissé pour compte, tu sais, d'être un petit peu négligé. T'es jamais vraiment le joueur super important et tout. C'est long. De 15 à 28 ans, il y en a beaucoup qui auraient arrêté entre-temps. Mais c'est un exemple parfait de... En fait, je lâche pas. Et c'était là-dessus que je voulais rebondir. Le contexte économique, tu te rappelles, à 3, c'était à 2 doigts du dépôt de bilan. Ils avaient demandé à tout le monde de baisser un peu les salaires. Enfin, il y avait des trucs. Je pense que Jean-Marc Furlan vient au club parce qu'il venait du monde amateur, qui coûtait pas très cher aussi, qui c'était un entraîneur un peu en vogue. Mais c'était un peu une décision qui allait dans le sens de la restructuration financière du club. Enfin, le club était sur un fil, en fait. Le club était sur un fil. Et ça a créé un groupe. Et ensuite, ça a profité tout. Ça a lancé des carrières pour tout le monde. Blaise, il passe des 18. C'est cette année-là aussi. Hein. C'est un truc où il y a énormément de monde qui ont trouvé leur compte en ayant été extrêmement utilisés comme toi, Benj, ou très peu. Parce que Blaise, cette année-là, je crois qu'il joue un match et demi. Hein. Il joue un match et demi. L'année d'après, il est titulaire indiscutable en Ligue 1. Ouais. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, non? C'est pas ça? Là, il n'y a pas beaucoup de malheur dans l'histoire. Je voulais poser une question parce que moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir, ok, la période, on va dire 15-28, tu vois, je suis à fond sur ça. 15-28, Quentin, il a parlé et toi-même, tu as parlé de comment ça s'est passé, de ce qui t'a manqué. Moi, je veux savoir, comment ça se passe en dehors du terrain? Parce que tu parlais de plaisir et je veux savoir si pour toi, parce qu'on a, comme Ricky l'a dit, Ricky, il a un peu... On connaît l'animal, tu vois, on sait comment il allie les choses, par exemple, le plaisir. Pour moi, quand je coach des gens, par exemple, je sais qu'un joueur de foot ou un athlète, quand il n'est pas bien sur le terrain, je ne sais pas comment ça se passe, par exemple, à la maison. Je ne sais pas comment ça se passe dans sa vie privée. Est-ce que le fait de... Il y a des saisons dans lesquelles tu as moins pris de plaisir, c'était limite, c'était aller au travail, c'était compliqué de 15 à 28. Est-ce que ça a eu une incidence sur toi dans ton quotidien? Pas comment ça se passait, mais vraiment, est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux? Et à plus, après, et 28 ans et après. Tu vois, est-ce que tu peux faire une différence entre les deux? Ouais, donc du coup, après de 15 à 28 ans, il y a quand même eu des bons moments parce qu'il y a des moments à Châteauroux, je jouais, c'était en Ligue 2, j'étais titulaire. Il n'y a pas eu que des mauvais moments non plus, c'est pas non plus exagéré, sauf que c'est à 28 ans vraiment ma carrière elle a décollé et là ça s'est enchaîné pour moi de manière positive. Après, ouais, forcément, quand tu es moins bien sur le terrain, ça rejaillit aussi dans ta vie privée, tu es un peu plus sombre. Mais moi, la force que j'avais, et déjà, j'ai connu ma femme assez tôt. Après, j'ai une famille assez soudée avec mes parents. J'ai un clan familial qui est assez soudé. Et du coup, ce qui me faisait du bien de retourner chez moi dès que ça allait pas bien, je retournais chez mes parents qui habitent en Eure-et-Loire. Et donc, c'était de revenir aux sources. Quand ça va moins bien, j'allais là. C'est pour ça me Donc, rebooster. t'arrivais à faire la part des choses entre le Ouais, professionnel et le privé sans problème. Ouais, c'est ça qui était ma force aussi, c'est que il y avait le foot, je faisais mon match et tout, mais après je revenais à la maison,
on parlait un peu de foot. Mon père, tout le temps, téléphone après le match, ça c'était un rituel. Et mon père, à un moment donné, j'ai été obligé de lui dire, parce qu'il était encore plus malheureux que moi, quand moi, Ah, bah j'étais oui, pas bon. c'est souvent le cas. Voilà. Et si tu rentrais, et il faisait la gueule, tu sentais, il était triste et tout. Et du coup, tu sais, un fils à son père, t'oses pas des fois lui dire les choses. Et du coup, à un moment donné, ça a été le déclic où j'en ai eu trop marre et je lui dis, Bon, on parle plus de foot. Ouais. ouais, je veux bien qu'on parle de foot, mais fais pas la tête. J'ai pas été bon, ça va pas. Je suis remplaçant. Déjà, je suis triste, mais en plus, toi, je te vois encore plus triste que moi. Bah, c'est dur. Et puis, on passe un mauvais week-end. Et puis, non, Ouais, c'est moi, vrai. j'avais besoin. Tu le T'évader. sais, parce que souvent, on disait mon hygiène de vie. J'ai pas une hygiène de vie la plus parfaite. Mais par contre, j'avais besoin de sortir du foot après le match. Voilà, parce que toute la semaine, je faisais tout en fonction par rapport au match. Mais j'ai besoin d'évacuer après le match. C'était ma plus grande force, c'est de savoir que j'avais besoin de décompresser et d'oublier un peu le football. La C'est ça. longévité. La longévité maintenant. 42 ans quand même. Attends, ça peut Je voulais la sortir celle-là. Hein. Mais t'es fou, toi, je l'attendais tes depuis tout à gadgets, l'heure. là. Avec mes gadgets, je l'attendais. Non, mais 42 ans, quoi qu'on dise. T'as parlé d'hygiène de vie, t'as parlé de... On en parle. Moi, je veux qu'on en parle. Ici, franchement, 42 ans, même si... Parce qu'au final, c'est pas que t'as pas joué. Parce qu'il y a des gens, entre 15, allez, on va dire 15 et 28 ans, ils ont pas joué. Ils ont été super blessés. Et ils arrivent à 28 ans, ils sont frais. Ils sont frais. Il n'y a pas eu de, comment on dit en anglais, wear and tear. Tu vois, il n'y a pas de... Comment on dit wear and tear, Q? Il n'y a pas eu de cataclysme, tu sais, il n'y a pas eu de gros incidents. En gros, il y a pas d'usure. Voilà, il y a des joueurs pour qui ils sont arrivés, ils ont percé plus tard, mais il n'y a pas eu d'usure. Toi, c'est pas comme si tu n'avais pas joué, tu as joué. Non, j'ai joué quand même. Toi, tu as beaucoup joué. Tu as beaucoup joué, donc quand même, 42 ans. On dirait Roger Mila. Ouais. Ouais, non, mais après, il y a plein de choses, hein, vous le savez très bien. Après, plein de critères. Déjà, les gènes. J'ai des gènes. Après, mon rôle sur le terrain, mon style de jeu aussi. Alors, qui m'a desservi au début de ma carrière, parce que je ne suis pas un joueur physique. On voulait des joueurs puissants. Au milieu de terrain, on voulait des joueurs puissants. Devant, on voulait des mecs qui allaient vite, qui driblaient en percussion. On voulait des 9,5. Moi, je sais plus, c'est un 10, meneur de jeu, faire des déviations, jouer en 2 touches de balle. C'était pas trop prôné, mais donc du coup, mais par contre, ça m'a servi parce que c'est pas un jeu usant en fait. Et puis je jouais pas avec la vitesse, donc je jouais surtout, voilà, quand tu vieillis, tu perds de la vitesse, tu perds de la vivacité. Sauf que moi, j'étais pas dans ce style-là. Et puis l'intelligence de jeu me permettait aussi de pouvoir durer. Donc après, il y a plein de choses. Il y a aussi les entraîneurs que j'ai eu en fin de carrière, que ce soit Jean-Marc Furlan ou Jean-Louis Garcia, qui m'ont mis dans les meilleures conditions aussi pour pouvoir durer. C'est-à-dire que l'entraînement, moi j'aimais bien m'entraîner. Il fallait que je m'entraîne. Quand tu vieillis, il faut que tu t'entraînes. Il ne faut pas perdre le rythme. Faut que Voilà, tu... c'est ça qu'il faut dire aussi, c'est que malgré tout, tu restais sur le terrain, tu t'entretenais toujours en fait. C'est pas Ouais, comme si tu t'entraînais que le jeudi, vendredi, tu jouais le samedi en fait. non, je m'entraînais toujours. Ah oui, Et sauf que l'entraîneur, des fois, mardi 2, moi, j'en faisais qu'un, tu vois. voilà. Le jeudi, par exemple, du coup, les autres ils sortaient. Moi, il me dit, reste en salle, fais des trucs. Mais je faisais des abdos, je faisais des gainages. Ah ouais. Voilà, il me permettait ça. Et souvent aussi, en fin de match, des fois, des périodes hivernales aussi. Je jouais peut-être, des fois, j'étais remplaçant à l'extérieur. À domicile, des fois, je jouais 70-75 minutes parce que souvent, dans les 10-15 dernières minutes, c'est là où tu vas vraiment piocher dans tes réserves. Donc, du coup, Ouais. après, à 37, 38, 40 ans, tu as plus de mal à récupérer. Donc ça m'a permis aussi, grâce à ça, à l'entraîneur. Et après, forcément, l'hygiène de vie. Et souvent, j'en parle et tous ceux qui me connaissent bien et tous mes amis et tout, ils rigolent parce qu'ils pensent, des fois, on a eu des papiers où ils pensent que j'ai une hygiène de vie de moine, où je suis hyper sérieux et tout. Mhm. Et oui, je suis sérieux. Parce que le foot, c'était ma vie. Je faisais tout pour le football. Ma semaine était réglée. Je faisais très attention quand même. Mais j'avais besoin, après les matchs, d'aller sortir, de boire une bière, d'aller faire... des fois, ça m'arrivait de sortir en boîte de nuit et tout. J'avais besoin de ça parce que c'était un bien-être mental. Je pense que le plus important, c'est vraiment d'être bien dans sa tête, bien dans sa vie privée. Pour moi, c'est Ça le veut plus dire que dès que quelqu'un te voyait avec une bière à la main, il disait Ouais. comment c'est possible, tu bois de la bière, tu joues encore? Ça devait Mais être moi, on horrible, m'a dit ça. à l'Estac, ils m'ont dit une fois, tu sais qu'il y a des gens qui t'ont vu en boîte de nuit, ils ont appelé pour dire que c'était pas normal, que t'étais en boîte de nuit. C'est que Voilà, 3, c'est petit, hein. 3, c'est petit, ça se fait vite. Mais c'est une Mais dinguerie quand même. Hein. C'est quand ouais, même fou. Non, mais en fait, Tu vois, il a la rage parce qu'il n'aurait pas payé un coup à boire, c'est tout. Arrête. c'est ça. Sûrement. mais C'est mon côté auxerrois, ça. Giroud. Formé à la bonne école, hein, Giroud. Franchement. mais Non, mais après, je sais pas vous comment vous y êtes et tout, mais c'est vrai que
bah, je pense que le plus important, c'est après, bien sûr, tu ne sors pas n'importe quand, tu vois, il y a des moments pour sortir ou pas. Ouais, ouais. T'as une Non, mais grosse est-ce que connaissance de ton corps? dans ton hygiène de vie, moi j'ai une question parce que tu vois, moi je suis en train d'essayer de pousser un peu comme toi et fatalement, tu vois, d'avoir été un exemple tôt dans ma carrière et maintenant de ce que j'ai suivi, en plus le fait de te connaître, mais en même temps, c'est pas comme si je te harcelais de questions et que je connaissais ta recette magique. Mais est-ce que tu prenais pas un énorme plaisir aussi à faire gaffe? C'est-à-dire à avoir, tu sais, être drivé par la passion, mais en même temps, est-ce que ça a vraiment été une contrainte pour toi? C'est-à-dire que oui, il y a ce côté, ouais, quand le moment est bon, je la bois ma bière. Et tu sais quoi, même une, deux, trois, quatre fois dans l'année, dans un moment approprié, je me mets une race. Pourquoi? Pour partager un bon moment avec mes coéquipiers ou mes amis ou pour complètement déconnecter. Est-ce que c'était le cas pour toi? Est-ce que à un moment donné, des fois, tu sais, on est tous adultes, tu peux faire ce que tu veux en fait. Mais est-ce que tu prenais pas du plaisir à faire gaffe à ce que tu mangeais, à bien dormir la nuit? Ou ça a toujours été une contrainte et ce qui a fait que tu as arrêté? Non, bah non. Après, comme tu dis, bah c'est pas des contraintes, hein. Moi, c'est exactement comme tu dis, c'est que tu prends plaisir à préparer ton match. C'est le plaisir de bien manger, de bien boire, de faire attention à ton sommeil, à ton repos. Euh, Tous les petits détails que je faisais en dehors, bah, ça me permettait après d'être performant. J'avais des rituels. Moi, par exemple, on jouait le samedi soir. Des fois, avec ma femme, on allait manger au restaurant le mardi soir, on allait chez des amis. Mais à partir du mercredi soir, moi, j'étais dans mon match. Moi, ça y est, jeudi matin, je faisais école les enfants, je les emmenais, je rentrais chez moi, j'essayais de marcher le moins possible. Même à la maison, j'avais une femme aussi qui m'a permis aussi d'avoir une carrière longue parce qu'elle m'a permis aussi de me mettre dans les bonnes conditions. Elle savait le jeudi matin, je prépare le match le samedi soir. Ah là, ça y est, je suis dans mon match. Ouais. Mais ouais, c'est plus du plaisir de préparer son match plus que des contraintes. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jean-Marc Furlan, il a embrouillé les gens. Il disait un footballeur, ça doit être assis ou allongé. Il a dit, les courses avec votre madame et tout, machin. Vous oubliez, c'est elle qui y va. Oh, des barres de rire. En plus, il te faisait ça avec un accent et ses gros doigts, là. Ah, purée, le mentor que j'ai jamais eu. J'aurais aimé quand tu me dises ça aussi, devant ma femme. Non, mais J'aurais évité beaucoup de choses. arrête, dis pas J'aurais ça. évité les shopping. En même temps, j'aurais économisé aussi. Mais attends, mais regarde, tu vois, par rapport à ce qu'il vient de dire Ricky, moi j'ai envie de. Après, c'est une histoire de caractère. Je pense que c'est une histoire de caractère. Tu parlais de gènes tout à l'heure, de gènes physiques. Pour moi, j'associe ça à la connaissance de ton corps. Parce que vraiment, il y a une histoire vraiment de. Quand on parle de QI, de connaissance, mais vraiment, c'est une expertise. Tu vois, parce que chacun doit vraiment connaître son corps sur le bout des doigts. Je Exact. pense que plus tu vieillis, moi je l'ai expérimenté moi-même parce que voilà, on a des gènes différentes, tu vois. Mm. On a des gènes différentes. Moi j'ai des gènes beaucoup plus affreux. Regarde, on va dire. Tu Après, regardes un plat de pâtes, tu prends 3 kilos. Tu me l'as dit, et celui-là. je prenais un plat de pâtes, je regardais un plat de pâtes, je prenais 3 kilos. Ça veut dire que moi, pour le coup, c'était beaucoup plus une contrainte que du plaisir. Ah ouais, c'était compliqué. Mais après, je sais pas pourquoi. Après, j'ai compris pourquoi. Mais je sais que, par exemple, quand je suis arrivé en Angleterre, la cure de créatine qu'ils m'ont donné m'a déréglé de manière pas hormonale, tu vois. Mais ça m'a déréglé parce que j'avais jamais ces problèmes, entre guillemets, de poids avant d'arriver en Angleterre. Toute ma jeunesse, carrière à Metz, même en Ligue 1, Ligue 2, j'avais pas de problème de poids. Quand j'ai fait les trucs parce que j'aimais pas la musculation, ils m'ont mis de la créatine parce qu'ils ont dit que j'étais trop maigre, que j'étais agressif mais trop maigre. Ils pensaient que j'allais me briser. Donc ils ont voulu me faire gonfler. Donc vraiment cette connaissance, et j'ai mis du temps à comprendre que la créatine avait déréglé tu vois, mon Ton système, métabolisme. Ouais. mon métabolisme. C'est le mot que je cherchais. Mais tu vois, Ricky, il a dit. Donc c'est pour ça que pour moi, c'était pour le coup, tu vois, c'était vraiment difficile. Parce que il y avait un combat, je comprenais pas, je mangeais bien, mais je pouvais très très bien manger. Mais même comme ça, je pouvais pas perdre ou je pouvais prendre. Donc ça devenait 2 fois plus dur. Tu prenais en graisse? Tu prenais en graisse? Ouais, pour rester. Ouais, En graisse et en muscle aussi. en muscle. Non, j'ai Pas pris en muscle. forcément gros. Non, j'ai pris en muscle. J'ai pris en muscle déjà après la cure de créatine. Je te dis la vérité, bam, c'est monté. C'est les Anglais. Mais après, dès que je mangeais un truc normal, pour moi, ce qui était normal, j'étais habitué à ça. On a été éduqués comme ça en France, tu vois, c'était cette hygiène de vie, cette diététique. Là,
moi, ça me faisait. Non, ça passait pas. Donc, il fallait que je fasse doublement des efforts. Et là, ça devenait vraiment, vraiment contraignant. Tu vois, parce que là, c'est 2 fois plus compliqué. Mais Ricky, quand tu as dit un truc, tu vois, ça me fait rire parce que ça, c'est toi. C'est vraiment du Ricky. Vous mettez beaucoup, tu mets beaucoup d'importance sur ce mentor, tu vois, sur ce mentor. C'est comme si, en fait, et je veux que Benj, il en parle aussi, que vous deux vous en parlez, parce que on a des mentalités différentes. Je ne sais pas comment lui, il l'a vraiment vécu. Certes, il a dit que c'était son mentor, une belle rencontre, mais est-ce qu'on doit autant à une Donner de personne, crédit, ouais, c'est voilà, ça. on doit donner autant de crédit à une personne, parce que quand je t'entends parler, Ricky, Ouais. et je me dis, c'est limite, c'est des regrets, mais en fait, c'est comme quand on dit, si j'avais eu un bel agent, l'agent ne fait pas le joueur, c'est le joueur qui fait l'agent. Je me dis à chaque fois, moi, l'agent, il peut te faciliter, c'est un exemple. Mais ce mentor, tu vois, moi, je donnerais plus, de mon avis extérieur, de crédit à Benj pour la résilience, pour tout ce qu'il a fait de 15 à 28, qui après, peut-être, c'est la loi de l'attraction qui l'a amené une personne, qui l'a mis au bon endroit. Mais le plus gros du travail, pour moi, le plus gros, le crédit, il revient à la personne. Donc, quand je t'entends à chaque fois parler du mentor, et je comprends, je me dis, c'est un peu. Après, c'est le caractère. Moi, tu sais, vous savez très bien que moi, je vais chercher les choses et on s'impose. Et c'est une histoire après, de culture aussi, ces actions que je voulais poser à Binge. De culture, d'éducation, de soutien, d'éducation. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Mais ce mentor, je pense que c'est un plus, mais il ne faut pas lui donner autant de crédit que je pourrais penser que tu puisses lui donner. Et en fait, tu vois, c'est ça que je voulais qu'on Non, mais débriefe. Seb, déjà, moi, je tiens à dire que tu as répondu à ta propre question déjà. C'est-à-dire. Tout est Le une question de caractère. caractère, Oui, oui, c'est pour ça, de mais on se connaît. C'est parce qu'on se culture, connaît. d'éducation. Tu sais, justement, moi, avec le recul, maintenant que je suis arrivé à un âge où je peux regarder derrière moi tout ce que j'ai fait, je le dis sans regret, sans amertume. On est là, on parle sans aigreur, hein. Sincèrement, moi, je suis très fier de ce que j'ai accompli, même si je sais que j'aurais vraiment pu accomplir plus. Mais bon, et Ou moins. parenthèse aussi, Ou C'est moins. vrai, il faut être fier de ce qu'on a je- fait. On pense qu'on peut faire plus, mais ça aurait pu être plus difficile. exactement aussi. Après, parenthèse, je n'enlève aucun crédit à Binge, hein. Tout ce qu'il a fait, c'est tout le mérite lui revient. Mais comme tu as dit, il a eu cette personne-là. Mais moi, avec le recul, je me dis que peut-être à des moments clés de ma carrière, quand justement cette méconnaissance de par mon caractère, justement mon caractère un peu introverti, ou tu sais, par exemple, à l'époque, justement, quand j'étais à Nantes, j'étais relativement jeune. Mais Eli Bob, il me voyait comme un cadre. Tu vois, tous les lundis, il m'appelait, il me dit, ouais, qu'est-ce qui se passe alors? Pourquoi t'es comme ci? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on gagne pas? Et moi, j'avais pas forcément les réponses. Parce que j'étais encore jeune, même si j'étais prêté par la Roma, j'avais un statut sportif, mais j'avais pas encore ce statut, on va dire, humain, ce statut caractériel, en fait. Moi, à côté de moi, il y avait les Hurtebis, il y avait les Darocha, même Etienne Capou, des Bagayoko, des gros caractères. Va leur parler. Après un match, quand tu prends un 3-0, 4-0, c'est dur. Pour moi, étant Ricardo Fati, 22 ans, voilà, respectueux, petite Clairefontaine qui venait comme ça, qui est là avec, tu vois. En plus, moi, j'ai eu un grand frère au-dessus, donc c'était plus compliqué pour moi de m'exposer ou de grandir, Extérioriser. de grandir. Voilà, exactement. Du coup, peut-être que pour moi, dans ce cas de figure, il m'aurait fallu quelqu'un à côté. Après, je dis pas spécialement un. Ah si, après, j'ai bien utilisé le terme mentor, dans le sens qu'une personne, ça peut être un coach, ça peut être une personne à côté. Parce que moi, j'ai eu les meilleurs agents d'Europe, hein, t'inquiète pas, les agents, j'en ai eu plusieurs, parmi les meilleurs français. Donc, Ils ont bien bossé. c'est pas l'entourage qui me manquait, moi, entre mon grand frère. Ils ont grave bien bossé. Ils ont même bossé ou pas assez, ça dépend. Comme dit Ben, là, ça dépend. C'est pas vrai. Non, non, après, oui. Après, voilà. Après, j'ai aussi bossé. Après, il y a aussi le football qui a parlé. Mais moi, je parle vraiment pour optimiser un peu sa carrière ou optimiser tout ce qu'on doit faire. Je pense que quand même, ce mentoring, il est important. Il est vraiment, surtout dans un sport qui est très dur. Après, c'est pas seulement côté football, hein, même aussi en dehors, pas faire des erreurs. Tu sais, il y a beaucoup de jeunes footeux qui font beaucoup d'erreurs extra sportives. Et c'est pour ça, moi, contrairement à toi, j'attache beaucoup, beaucoup d'importance en cette personne-là qui te chapeaute. Ça peut être un coach, encore une fois, ça peut être une personne extérieure, aujourd'hui, il y a de plus en plus de joueurs qui font appel à des coachs mentaux. Ah, moi,
Ah, toi, voilà, Voilà. toi-même, tu parles, toi-même, t'es spécialisé dans le mentoring. Frère, Et tu je te Dans pose le une développement référence personnel. Dans le développement personnel. développement personnel. Moi, je te pose une personnel, question. voilà, mais bon, Mais moi, je te pose une question. ça Après, prend je te donne pas une mon forme de avis. mentoring aussi, un peu. Non, mais ça fait partie du mentoring, tu vois. Mais je te pose une Voilà. question. En fait, j'élève un sujet parce que il y a un point à développer. Après, est-ce que moi, j'en pense? Oui, pour moi, c'est Donc, t'es important. OK avec ça. Non, je suis OK avec. Mais après, est-ce que c'est Auto- indispensable? Voilà. Voilà, Non. c'est autre chose. Je suis totalement. Pour moi, si tu veux optimiser tes performances, on fait rien tout seul. Il y a des, comme tu dis, ce mentoring ou cet appui, ce soutien. J'ai fait des thérapies pendant ma carrière et c'était l'une des meilleures choses que j'ai pu faire. Et ça a coïncidé avec ma paix. Après, j'ai eu des coachs. C'est-à-dire, quand j'étais arrivé à un certain niveau, tu vois, de succès ou de performance, j'avais besoin de quelque chose extérieur. Ce que je veux dire, c'est que quand c'est là, c'est là. Si on peut aller le chercher. Mais j'aime. Moi, je posais la question à Ben, parce que tu vois, je voulais savoir si lui, après, parce que je l'ai entendu parler, il s'est beaucoup dévalué quand il était jeune. C'est pour ça que j'ai amené l'histoire de caractère. Tu vois, j'ai amené l'histoire d'éducation. J'ai amené l'histoire d'environnement. Tu vois, et c'est pour ça que je voulais un peu entendre par rapport au mentoring, parce que. Enfin, mentoring. Ricky, t'as eu des bêtes de coach quand même, tu vois. J'ai eu des vrais coachs. C'est T'as eu pour des ça vrais coachs. je fais la différence entre coach et mentor. Et justement, moi, j'ai eu des coachs, même un coach comme Ranieri, comme tu disais, Q, je voulais rebondir sur ça en plus avant. Ranieri, c'est la même chose. Il arrive à motiver le premier joueur comme Totti, comme le dernier comme moi. Tu vois, comme un jeune ou le troisième gardien. Nous, c'était pareil. Nous, on venait à l'entraînement, je me rappelle, on jouait en Europa League le jeudi soir. On rentrait à 3 heures du matin. Vendredi, 10 heures du matin. C'était lui le premier sur le terrain à coacher les 5-6 joueurs qui n'ont pas joué, dont moi, dont le troisième gardien. Et c'était magnifique, tu vois. Et c'est ça qui a fait qu'on a joué le Scudetto jusqu'à la fin avec l'Inter. L'année où l'Inter fait le triplé, nous, on se bat avec eux jusqu'à la fin. On va en finale de Coupe d'Italie contre l'Inter de Mourinho. Non, non, c'était moi, les coachs, je n'ai connu. Mais encore une fois, Ranieri, c'était un super coach. J'ai beaucoup appris de Ranieri, pardon. Mais ça n'a pas été mon mentor. Parce que il n'avait pas le temps ou je sais pas, il n'avait pas peut-être les moyens de dire ah, Fatih, il lui faut ça. Non, mais toi, Ricky, par exemple, et comme on a un prime, on a un exemple prime, c'est toi, t'aurais voulu que quelqu'un te prenne encore un peu plus sous ton aile, c'est-à-dire pas simplement te coacher, mais avoir une espèce de proximité et te sentir soutenu comme aucun autre n'est soutenu finalement. Hein, et comme on discute, Binge, est-ce que toi, ça a été le cas? Est-ce que toi, pour toi, tu penses que Jean-Marc Furlan était ton mentor parce qu'il t'a fait jouer tous les week-ends ou parce que il t'a parler quotidiennement, parce qu'il t'a accompagné, parce que tu sentais que tu avais une relation privilégiée avec lui? Parce qu'après, attention, tu vois, comme disait Seb, où est le mentoring et où est le bon coach? Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, c'est... Ouais. Moi, Donc, c'est plus le bon coach. C'était pas mon mentor où on se parlait tout le temps, où j'avais besoin de lui. C'est un entraîneur qui m'a mis dans les meilleures conditions pour être performant sur le terrain. Et après, du coup, moi, je parle pas forcément de mentor, je dirais d'une alchimie d'un entraîneur. Et je pense que c'est surtout un entraîneur qui m'a fait prendre conscience de certaines choses à partir de ce moment-là. Même mentalement, Seb, tu parlais du mental, du caractère, l'éducation. Forcément, on est tous différents à ce niveau-là. Et moi, j'ai besoin peut-être de plus de temps pour m'épanouir dans mon développement personnel. Et on a fait la connaissance de Cécile Traverse, qui est une très bonne préparatrice mentale aussi, et qui m'a aussi beaucoup aidé aussi, et pour la confiance en soi. Ça, c'est aussi, je trouve, important pour un joueur aujourd'hui d'être suivi aussi mentalement. C'est pas en fait, on prend nous dans le Écoutez ce qu'il football, dit. Écoutez ce qu'il dit. non, mais c'est vrai, les joueurs de foot, on a peut-être, comment je vais dire, cette mentalité à se dire que c'est négatif de voir un coach mental. Ça veut dire qu'on est faible mentalement. Il ne faut pas avoir honte. Et on a tous des défauts et des qualités au niveau mental. Hein. Il y en a certains qui sont peut-être plus forts que d'autres comment je vais dire, pour s'adapter, pour être fort, quel que soit l'entraîneur, la confiance en soi, ils ont confiance en eux. Mais par contre, ils ont peut-être d'autres lacunes mentales qui doivent travailler. Je pense que c'est très important d'être suivi mentalement pour un joueur dès le centre de formation. Ce serait primordial pour moi. Maintenant, c'est de trouver la personne idéale. J'ai envie de te dire, pour appuyer ce que tu dis, tu sais, quand on demande de l'aide, et je l'ai dit aujourd'hui, j'avais un speech, tu vois, les mecs, j'ai fait une présentation et je leur disais que
demander de l'aide, c'est pas parce que tu es faible, c'est parce que tu veux rester au top. Exact. Tu te fais aider, pas parce que tu as une lacune, mais c'est parce que tu veux rester au plus haut niveau. Tu veux pérenniser. Tu veux rester au top. Et c'est pour ça que je répète toujours ça aux gens, c'est que arrête de croire que tu n'es pas... En fait, là où tu penses ne pas être bon, confiance, la personne que tu penses qu'elle a une confiance en elle extraordinaire, crois-moi, il y a d'autres, je veux dire, d'autres points sur lesquels il galère, on va dire ça comme ça. Il galère. Donc, on ne peut pas se comparer. Mais ce qui est sûr, ce que j'ai envie que les gens comprennent, c'est que les plus grands champions, et quand on parle de champions, pour moi, ce n'est pas que dans le sport, on a toujours une assistance. Aujourd'hui, on a tous des femmes. Aujourd'hui, on a besoin de quelqu'un. On ne peut rien faire tout seul. Et c'est pour ça que c'est bien qu'en plus que tu aies parlé de la différence entre l'alchimie, on n'en avait jamais parlé. L'alchimie avec un bon coach, tu vois, la belle rencontre au niveau. Et ce mentoring, c'est encore différent. Et le professeur, je vois, Ah, mon j'aime gars, bien. ça fume dans tous les sens là. Parce que Vas-y, tu le vois, professeur, vas-y. vous savez, quand ça fume, comment ça se passe. Parce que là, en fait, on a une discussion comme ça. On discute avec un grand frère de Claire, avec un exemple de carrière, avec un joueur iconique de la Ligue 1, comme on peut être tu sais, je te mets dans la même classe que les Michael Pagis, Jérôme Leroy, tu sais, Julien Ferret, tu sais, les joueurs à identité. Tu vois, et c'est un topic, l'identité, on en parle souvent. Ensuite, ben, tu nous dis que quand tu as galéré, tu t'es appuyé sur une fondation solide, ta famille, ta femme, tu vois, ton cercle proche. Et ça aussi, c'est un truc où, en fait, on galère tous. Et tout le monde s'imagine que plus tu vas demander à droite, à gauche, t'as vu, je suis bon, mais je joue pas. Qu'est-ce qui se passait quand les courtisans, tu vois, les cheerleaders, comme on aime bien les appeler, Seb. Là, on a un exemple de quelqu'un qui se recentrait sur ses parents, sa femme, en gros, hein, et ses amis proches, ses amis de toujours. Et au final, là, la même chose, quand on se dit, ouais, moi, j'ai pas trop eu de chance et tout, l'exemple que tu nous donnes, ta plus belle rencontre dans le football, au final, ça a été parce qu'il t'a fait jouer tous les week-ends et tu ne doutais pas forcément. Mais c'est pas quelqu'un qui venait te chercher à l'entraînement, qui arrivait, qui te faisait à manger, qui te traitait par... Moi, en tout cas, des 3 années qu'on a passées ensemble avec ce monsieur en tant que coach et toi en tant que joueur, je voyais pas un traitement de faveur incroyable. Tu vois ce que je veux dire? Je voyais pas un truc où, voilà, tu étais un taulier dans le vestiaire, tu étais le joueur qui jouait les matchs, le joueur qui performait, mais tu n'étais pas le joueur qui était le chouchou dans le sens où, oh, très bien, ben, vas-y, applique-toi, toi. Tu vois, c'était pas. Donc, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de monde qui voudrait avoir de l'aide sans rien faire. Non, tu performais. Et donc, cette confiance, cette alchimie grandissait. Mais vous n'étiez pas nécessairement les meilleurs amis du monde ou tu n'étais pas nécessairement le petit chouchou parce qu'il y avait des atomes crochés entre vous. Et donc, c'est là-dessus où moi, je voulais finalement rebondir parce qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai lu une de tes interviews et ça m'a surpris. Pour moi, toutes ces dernières années, je me suis dit, tu vois, Binge, c'est un exemple. Pourquoi? Parce qu'il a choisi sa fin de carrière. Parce qu'il était tellement taulier dans un club qu'en fait, tous les ans, il reprolongeait d'un an, parce que c'est ce qui s'est passé, plus ou moins. Je ne me trompe pas, tu n'as pas signé 5 ans à 38 ans. C'était tous les ans, voilà, je performe, je continue. Jusqu'au moment où récemment, j'ai lu que tu disais, ouais, ma dernière année dans le football, j'ai pas pris de plaisir et je me suis dit, vas-y, là, il faut que j'arrête. Et ça m'a vachement surpris parce que pour moi, je me suis dit, Binge, à 3, icône, tu vois, moi j'ai ma maison à 3, ma femme est de 3, à 3, j'ai 3 dans le cœur. Je me suis dit, ben c'est tu vois, le parfait, tu vois, on en a parlé quand on parlait dans l'épisode de Kev Gamero qui revient à Strasbourg, quand on a parlé de voilà le côté, l'attachement sentimental à un club particulièrement, encore plus quand c'est ton club formateur. Je me disais, ben j'ai choisi sa sortie. Mais non, même toi, 42 ans, installé dans un club, la statue, elle va arriver, le nom de la tribune va arriver, peu importe. Mais en fait, tu n'as pas choisi ta sortie. Ça te dérange de nous expliquer un tout petit peu ce qu'il en est par rapport à ça? Parce que quand j'ai lu cet article, ça m'a surpris. Pour moi, j'étais persuadé que, vas-y, débranché, 42 ans, c'est bon, on va pas forcer. Non, en fait, dans cet article-là, tu dis, voilà, j'ai pas pris de plaisir, je pense, les 6 derniers mois, et je me suis dit, il faut que j'arrête. C'est le cas? C'est vraiment, enfin, je suis pas fou. Ah ouais, non, c'était le cas parce que même physiquement, tu vois, j'avais plus, j'ai plus les mêmes jambes qu'il y a 10 ans, mais 10 ans avant, mais même les joueurs, ils me disent, mais pourquoi t'arrêtes? T'es encore bien et tout. Je dis, mais je joue pas, déjà, je jouais plus beaucoup. Et puis l'alchimie, quand je disais, après 36 ans, j'ai eu la chance d'avoir Jean-Marc Furlan après, quand je suis revenu à 3 à 35 ans. Et après, il y a eu Jean-Louis Garcia, qui aussi, j'ai passé de bons moments aussi avec lui comme entraîneur.
Et ils m'ont mis dans les meilleures conditions footballistiquement et aussi par rapport à. Mais ce qu'il y a, c'est que la dernière saison avec Rui Almeida, j'ai pas pris de plaisir du tout. Pas pris de plaisir du tout. Et dès décembre, je savais que j'allais arrêter. Dès décembre, parce que ça devenait, ce qu'on disait les contraintes, ça devenait des contraintes après. Là, avant, c'était pas des contraintes. Après, tout ce qu'il fallait faire en dehors, ça devenait des contraintes, des sacrifices parce que j'allais en entraînement en reculons. Alors qu'on avait un super groupe mais ça passait plus du tout avec le staff, avec l'entraîneur parce que c'était compliqué à l'entraînement, je prenais pas de plaisir. En match, je prenais pas de plaisir à jouer parce qu'on était une équipe ultra défensive et on jouait que sur des qualités individuelles. C'est-à-dire qu'il y avait des joueurs devant, 3 joueurs, Brian Mbomo qui faisait des différences tout seul, Kevin Fortuné qui était en pleine bourre et puis Johan Tousgar. Et on était sinon 5 derrière, 2 milieux défensifs et 3 devant qui faisaient la différence. Et moi, c'était plus du tout mon jeu, c'est plus du tout mon registre. Moi, le football, c'est le collectif, les 1-2, du jeu collectif à la nantaise, voilà. Et puis surtout, moi, si je suis bon, c'est grâce au collectif. Je serais incapable tout seul de faire un dribble et de faire 2-3 dribbles, quoi. C'est la connexion dont on parle souvent. Ouais. Là, toi, tu avais besoin d'être connecté avec tes coéquipiers, d'être connecté même avec le staff, fatalement. Mais en fait, moi, pourquoi je te pose cette question? C'est pas du tout pour pointer du doigt un coach qui finit un truc. C'est, en fait, à tous ceux qui nous écoutent, croire que ça peut être tout beau, tout rose tout le temps. Non, en fait. Même quand tu es installé, quand tu es une légende, parce que voilà, à 3, tu es dans les premiers noms qui ressortent quand on parle de gens qui ont marqué l'histoire du club. Mais même dans ces moments-là, même moi on se connaît quand même, mais je t'avais jamais, mais de loin, je pensais que c'était vraiment, la sortie en grande pompe, la sortie choisie. Même à des moments où tu as tellement prouvé, ça peut ne pas se passer comme tu veux, tu vois. Et c'est là où je voulais l'entendre de ta part. C'est aussi dépendant de chacun, de notre style de jeu. Il y a des joueurs, ils ont un style de jeu. Je sais pas, je parle par exemple d'un milieu excentrique en percussion. Je veux dire, tout dépend de l'entraîneur en fait. Tout dépend de la philosophie de jeu de l'entraîneur qu'il va prôner. Et il y a des joueurs, ça va pas être compatible. Donc, tu es quand même dépendant quand même d'entraîneur. Moi, je me rappelle de Farouk Hatzibéji, j'ai réussi à jouer quand même, à m'en sortir. Mais c'était un entraîneur où sur le terrain, c'était compliqué. On prenait pas de plaisir parce qu'il n'y avait pas un vrai projet de jeu et dans lequel je me retrouvais pas forcément, quoi. Et puis, ça dépend aussi de tes partenaires autour de toi aussi, quoi. Je trouve en tout cas, moi, que c'est très important. C'est un sport collectif et tu es dépendant quand même des joueurs qui sont à côté de toi et aussi l'entraîneur. C'était de la survie. Je pense, Ouais, après, je sais pas. c'était de la survie. Non, mais c'est pour ça où, tu vois, comment dire, c'est pas que tu viens valider beaucoup de choses dont on parle, mais en fait, il y a un espèce de courant de pensée qui traverse les générations. Peut-être qu'il y a le berceau INF qui fait que, mais il y a à côté un truc où même nous, on en apprend, et merci de partager avec nous par rapport à ça, parce que, en fait, si de l'extérieur, ou si toi, avec les informations que tu as, tu crois que pour certains, c'est tout beau tout rose, même quelqu'un d'installé et d'indéboulonnable dans un club, en fait, ça peut mal se passer. Et au final, moi, le dernier truc que je voudrais savoir, c'est du coup, ta fin de carrière de footballeur professionnel, t'es parti sur un regret ou t'es parti où tu dis non, c'est un épanouissement total, c'est le moment, j'ai quand même la possibilité à 42 ans d'encore jouer au football, c'est bon. Tu vois, parce que et Seb et Ricky, d'une certaine manière, pour nous le dire, est-ce qu'on peut vraiment choisir sa fin? Tu vois? Ouais, moi je l'ai quand même choisi malgré tout. Jusqu'à 42 ans, c'est quand même. Voilà, je peux pas avoir des regrets par rapport à la dernière saison. Après, ça a été difficile parce que j'ai pris sur moi, j'étais capitaine de l'équipe malgré tout. Et tu sais, Q, voilà, dans le vestiaire, je suis quelqu'un qui essaye de fédérer et je passe mon intérêt individuel après l'intérêt collectif. C'est ça qui est le plus Tu important. peux enlever le essayer, mon ami, c'est bon. Ouais, Qualité d'un vrai j'ai leader. pas, mais par contre, j'étais toujours en train voilà, pour le groupe, fédérer pour le groupe, pour essayer qu'on monte, puisqu'il y avait des jeunes qui pouvaient peut-être trouver la Ligue 1. Donc. Mais à titre personnel, ça a été très dur cette dernière saison. Mais par contre, je ne peux pas avoir de regrets. J'ai eu la chance de choisir quand même voilà, une fin de carrière. C'est beau quand même de pouvoir dire c'est moi qui arrête, quoi, en fait. Donc ça a été une chance quand même incroyable de pouvoir jouer aussi longtemps et de pouvoir choisir sa fin malgré tout, quoi, même si Et aujourd'hui, j'ai choisi forcé un peu, quoi. Donc donc voilà, mais ouais, franchement, comme Ricky, tu disais, peut-être tu aurais pu faire plus, peut-être tu aurais pu faire moins, je sais pas ce que tu en penses, juste savoir un petit peu. Moi, en fait, je me dis, je suis fier de ma carrière, en fait, je dis, ouais, peut-être j'aurais pu faire plus, mais j'aurais pu aussi faire moins. Je pense que j'ai fait
par rapport. En fait, j'ai pas de regrets parce que j'ai donné le maximum. Après, il y a des qualités individuelles, des choses, mais au moins j'ai pas de regrets. Je me dis ma carrière, elle a été comme ça. Parce que des fois on entend, ouais, tu aurais pu avoir une meilleure carrière, mais non, c'est parce que j'ai pas fait peut-être. J'ai fait la carrière que je mérite. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai fait la carrière que Non, je c'est très mérite bien. en tout cas. Drivé par Ouais, le plaisir, en Après tout vous, cas. Moi, c'est ce que c'est ce que je veux qu'on retienne, hein. c'est ça, c'est ça. Bah, moi aussi, enfin, je pense que c'est le cas pour nous quatre. Je pense que même Seb, on est là, on a tous kiffé nos carrières. En tout cas, pareil, moi, ma carrière a été drivée par le mérite, hein, même si j'ai fait beaucoup de clubs, beaucoup de pays, j'ai fait ça. De toute façon, on a parlé quasiment à chaque épisode, nous, hein, on se sait. Moi, j'ai vraiment été drivé par la passion du foot encore aujourd'hui. Après, moi, mon petit regret, c'est que j'aurais aimé revenir finir en France encore à un bon niveau parce que je n'ai encore sous le pied. Après, bon, la conjoncture du football fait que maintenant, quand à l'époque on était à la recherche du nouveau Vieira, bah, du coup, le vieux Vieira, on n'en veut plus. On cherche les jeunes. Donc, du coup, après, il n'y a pas de souci, hein. Je prends toujours du plaisir à jouer, hein, la preuve, hein. Même si l'année prochaine, je peux continuer à jouer, je jouerai encore, que ce soit même à Chartres. Donc, je prends toujours autant de plaisir à partir à l'entraînement, que ce soit même à un niveau plus bas. Donc, voilà, on kiffe et puis on c'est continue dur comme ça. d'avoir des Donc, regrets quand c'est très même, bien. non? Parce que c'est pas dur en fait de se dire d'avoir des C'est regrets. Parce qu'en fait, moi, tu vois, j'ai la chance de me c'est dire que ça. j'ai pas de regrets parce que, ouais, Mais non, je Non, je pense, sais pas. j'en ai pas. En fait, c'est pas des regrets, c'est sûr. Inconsciemment, on dit toujours, ouais, j'aurais pu mieux faire. Moi, par exemple, souvent, la pensée qui me revient, c'est ah, la Roma, si j'avais fait ça, si j'avais été plus costaud, plus de niaque, j'aurais pu percer là-bas, j'aurais pu faire une autre carrière. Mais c'est pas des regrets, hein, c'est vraiment, voilà, je prends du recul, là, je prends de la hauteur, j'ai aucune aigreur, comme on le dit. Et puis, de toute façon, mes amis le savent très bien. Voilà, après aussi, on fait aussi son autocritique, hein. On sait ce qui n'a pas marché par le passé, ce qu'on a manqué. Ouais, ouais. Donc forcément, à la fin, on a toujours la carrière qu'on mérite de toute façon. Monsieur Nivet, au final, Monsieur Nivet, il fait quoi aujourd'hui? Pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas, Monsieur Nivet, il fait quoi? Alors, quand j'ai arrêté ma carrière, Apparaître, j'ai passé à part être le André Agassi de Troyes, d'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Entre autres. Ouais, du coup, ouais, c'est vrai, non, les activités sport. Alors, moi, j'adore ouais, le sport à compétition. Donc, le tennis me permet encore d'être en compétition, le paddle un peu, et puis le golf. Mais sinon professionnellement, j'ai voulu faire management après ma carrière. En fait, je voulais rester dans le foot. Alors, souvent, c'est soit entraîneur, soit directeur sportif, recrutement, être auprès des jeunes. Donc, moi, j'ai suivi management à Limoges pendant 2 ans, l'école de management à Limoges pendant 2 ans. Je voulais rentrer au club, ça ne s'est pas fait pour diverses CDES. raisons. CDES de Limoges, ouais, voilà, c'est ça, hyper enrichissant. Et du coup, là, j'ai eu la chance de rentrer à la télé en tant que consultant pour, dans un premier temps, Eurosport, la Coupe de France, après Mediapro, Téléfoot, donc du coup pour la Ligue 1. Et puis maintenant, je suis sur Amazon Prime Video pour commenter les matchs de Ligue 1. Et donc, du coup, j'ai la chance d'être encore dans le milieu, de faire de mon métier ma passion et aussi de découvrir un petit peu le monde derrière la caméra, quoi. Donc tout ce qui se passe autour du foot, quoi, du match, et c'est enrichissant, très très enrichissant. Et je prends énormément de plaisir, donc j'ai cette chance-là. On fait pas de pub, bien sûr, hein. Amazon Prime, tu vois, Eurosport, on fait pas de pub chez nous à BMC. Bon, ça dit quoi à Chartres ce week-end? Moi, je veux savoir, il se passe quoi à Chartres ce week-end? Eh ben, il y a un joli golf à Chartres, hein, si jamais tu veux passer, avec plaisir, hein. Genre, tu joues au golf, Tu joues toi? un peu ou pas? Non, mais j'y vais juste pour manger à midi. Alors J'ai là, un ami à moi, je le voyais avec son sac de golf Ricky là. Oh là là, avec ses 18 enfants. Ils font trop de bruit. un ami qui coach à Chartres et qui est Non, coach, mais avec plaisir, golf Ricky, il club. faudrait que tu me donnes On ton va le voir numéro, je là-bas, prendrai on Q. va voir ça. Ouais, excuse-moi, je te dis Ouais, pas de ouais, souci, je prends ton parce numéro que et tu veux, avec puis, plaisir. ouais. Avec plaisir. Ouais, c'est un plaisir. Tu vas faire un, je sais pas, on dit un 18 trous, c'est ça? C'est 18 trous? C'est ça? Ricky va rester au practice. 18 trous, tu fais? Il va Tu faire vas des faire stories Instagram où il va lancer des débats sur Twitter au golf. C'est tout ce qu'il va faire. des parts et des birdies. Vas-y, pousse-toi là. Qu'est-ce que tu veux jouer au golf? Allez, va là-bas. Non, Chartres, comme je te dis, le week-end. Ricky et Ben, c'est nos fédérateurs, mon gars.
Ricky, il fédère. Ah, Il invite des gens à faire du golf. Le mec, il a même pas de club lui-même. Ah là là. il me tue. Enfin, bref. Ouais. Non, non, Chartres, pas de match week-end, mon gars, pas de match. Donc, du coup, bah, moi, je suis encore out la semaine là, je suis en train de me soigner. Donc, j'espère reprendre lundi l'entraînement. Et on prépare le match franchement, le match de la dernière chance. Parce que, Pardon. voilà, c'est- Ah, c'est déjà la dernière chance, là? À 10 journées de la fin? J'espère qu'on va gagner. J'espère qu'on va gagner juste pour couler ton bec à toi là. Non, c'est pas ça. C'est Cette chance, c'est un match avec nous là. Je t'aurais insulté sinon. chaque semaine, c'est une nouvelle finale. Moi, je suis pour. Non, moi, je Ah, mais supporte, laisse-le. je supporte Chartres au max. Je supporte Ricardo Fassi, mais c'est la manière dont il en parle chaque semaine. Il est là, il dit ah, on a pris un corner rentrant avec un rebond. C'est du Le jamais fil vu. rouge. Tous les week-ends, toutes les semaines, le fil rouge, il est, tu vois, de la C'est ça qui me négativité fait- chez Ricky. On a eu des fils rouges difficiles. te L'année jure. dernière, elle n'était pas exceptionnelle en termes de fil rouge. Mais toi, Ricky, je crois, il n'y a pas d'égal. Hein. Il n'y a pas d'égal. Et il a passé, tu vois, il a passé des moments aux urgences et tout. Il a attendu des 4-5 heures. En fait, c'est tout ça qui me fait rigoler parce que je me dis, et il parle avec tellement de passion. Il parlait de ses 12 finales. Il disait, on a 12 matchs, 12 finales. Il revient la semaine d'après. Il dit, bon, bah, 11 finales. Et là, tu vois, il dit, oh, c'est ça qui me fait rigoler. Donc, non, grand respect Ouais. pour Chartres. En plus, il y a mon gars, Laurent Dutch, a.k.a. Clément Chantôme, et Laurent Dutch là-bas, tu vois. Donc, non, grand respect. Mais on va passer de l'autre côté, tu vois. ATL. Il se passe quoi ce week-end à Préparation de ATL? match. Vous allez où? On joue à Charlotte. Qui est dans leur stade eux aussi de football américain. Ils font des grosses attendance, comme ils disent. Ils remplissent pas mal, donc ça pourrait être un match encore assez sympa en termes d'ambiance, en termes de, tu vois, ouais, encore le kiff, quoi, de se dire qu'il y a des belles ambiances, des bons matchs à jouer. Et puis la préparation, toujours la préparation, les semaines, tu vois, la gratitude d'encore vivre des moments comme ça. C'est vrai que, tu vois, c'est vrai qu'on l'a pas forcément demandé à Binge, mais plus tu avances dans le temps, plus tu prends du plaisir au quotidien. Surtout que là, moi, je retrouve pour le coup un style de jeu qui me correspond vachement. Je prends énormément de plaisir au quotidien. Donc, du coup, voilà, il y a le côté, c'est vrai que tu bouges ta famille, la découverte, mais les enfants sont heureux. Moi, je suis heureux, donc on est super content. Et en plus, c'est la première fois que je vis un hiver comme ça, 25 degrés, un 6 mars, mes enfants qui vont à l'école en short depuis la mi-février. C'est un truc où, grâce au football, je découvre un mode de vie, tu vois. Et ça, c'est enrichissant et je pense, comme tu le dis typiquement, c'est ce qui enlève tout regret à la fin, le moment où ça doit s'arrêter, tu vois. Donc, moi, je croque dedans à pleine dents. La vérité, c'est que je suis un gamin, je suis drivé par le plaisir de Ricky, par la passion de Binge et la détermination de mon gars. Take what's yours. Et Monsieur Gouzan, on en fait quoi de Gouzan là? Ah, il fait ses matchs et on pousse, et en même temps, on accompagne. Et tu vois, il y a le côté aussi, comme vous l'avez très bien dit, ce qui doit t'arriver, t'arrivera dans le foot. Tu vois, t'es juste le fruit, en fait, de ton opportunité et de ton travail. Donc là, par rapport à ça, si on est ensemble maintenant, c'est qu'on a des certitudes par rapport à un mindset, tu vois. Et quand on parle on n'est pas là pour pointer un coach du doigt ou un coéquipier qui t'a saoulé dans ta carrière. On est là pour pointer du doigt et pour donner des outils à un mindset qui font que, là, maintenant, tout de suite, je joue pas. Mais tu sais quoi, ça veut pas dire que dans 2 semaines, dans 3 mois, je vais pas jouer. Et le moment où je vais le faire, je vais kiffer comme je kiffe la préparation. Et c'est ça aussi que je voudrais... Moi, j'ai vu Binge à des moments où c'était pas le numéro 10 iconique de l'Estac. Et vous savez quoi, ça l'est devenu. Et c'est des trucs aussi, c'est des exemples auxquels tu t'accroches toute ta vie pour dire, moi aussi, je fais mon petit bout d'histoire à moi. Regarde avec son bouton là-bas. Professeur. Je voulais celui-là. Merci. De rien. De rien. Parce que, il faut savoir que Q, c'est le professeur. Le professeur. Tu vois, Voilà. et on lui dit merci pour ça, parce que Q, il nous donne des leçons. Il nous donne des leçons, c'est tellement bien articulé, c'est tellement bien expliqué, il prend le temps, tu vois. Donc, il mérite son titre, son nom de El Professeur, tu vois. Donc voilà pourquoi c'est sorti comme ça. Et Ricky, il l'attendait, il m'a vu arriver, il m'a vu prendre mon thé. C'est comme ça. Donc ouais, dans tous les cas, non frère, c'est cool. Toujours. Non, toujours.
Théo, il vit quand même à ETL, il faut quand même qu'on mixe le français et l'anglais. C'est important. Pour tous nos Naija boys d'ici, tous ceux qui parlent pas un mot d'anglais, tu vois, c'est important. Il faut qu'on leur montre cette semaine. Voilà, bah, dans tous les cas, petite annonce. Cette semaine, la G86 qui revient au FC 93. Suivez les réseaux sociaux de la Génération 86, s'il vous plaît, parce qu'on est de retour mercredi. On sait qu'il y a Ligue des Champions, mais c'est l'après-midi, donc vous inquiétez pas. On va pas vous empêcher de regarder la Ligue des Champions. Mais venez nous soutenir. On sera au FC 93. Regardez les réseaux sociaux. Il y a l'adresse, il y a tout. Tout est ouvert. Et ben merde. C'est en journée. C'est en journée, ouais. C'est en journée. Donc, à partir de 13h. Donc, c'est ouvert. 13h15. Enfin, à partir de 15h pour le. Voilà. Regardez les réseaux sociaux. Dans tous les cas, ça va être décrit. Et voilà, cette semaine du côté de London, parce qu'aujourd'hui, quand même, il y a Binge. Donc voilà, du côté, on est. Ricky, t'aimes bien mon thème de la semaine, tu vas le kiffer, on est dans le timing. C'est le perfect timing, mon thème de la semaine pour les réseaux sociaux. Tu te rappelles, tu m'avais dit, oh, mais l'épisode là, il est pour moi ou quoi, quand tu l'avais lu? Ah, mais pourquoi, là, en quoi ça me regarde là? Non, parce que quand je l'avais sorti sur Seb's SMS, tu m'avais dit, ouais, Seb, je crois que c'était pour moi que tu l'avais dit. On arrête. Stop. Oui, parfait timing pour. Timing, tu vois. Dans tout. Retire. Non, j'avais pas dit retire, c'est toi qui l'avais pris pour ça. Mais j'avais dit, on arrête, où on commence, où ça s'arrête où. Donc, du côté de London, on est là. Après, il y a les grèves en France. Franchement, c'est relou. Et les grèves en France mardi, mercredi. Non, ça va être chaud. Et donc, voilà. Non, c'est contraignant. C'est très contraignant. Mais bon, on verra. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Nivet. Franchement, j'ai envie de te dire, au nom de toute la team BMC et de toute la génération 86 et de toute la secte INF Clairefontaine. Ah oui, merci. C'est vous les stars de Clairefontaine. J'avais vu les épisodes, c'était un plaisir de vous voir à la Clairefontaine. C'était génial. Et puis, non, merci à vous de m'avoir invité, d'être le premier invité, d'avoir pensé à moi. Un plaisir, en tout cas, toujours parler football. On sent que vous êtes des vrais passionnés et ça, c'est important. Je crois que ça bouge pas. c'est la passion. Donc, et puis, bonne continuation. Plaisir de se voir, en tout cas, de se rencontrer. En tout cas, merci. Merci à toi et merci à la pour l'inspiration. Merci pour l'inspiration. Merci à la source.io pour les moyens techniques et audiovisuels mis à disposition, notre main tendue à nous. On dit merci. Merci à Luc, non, je rigole, Louis. Merci à toi. Et voilà, on vous dit merci beaucoup. Encore une fois, merci. Un grand merci à toi, Binge. Parce que franchement, c'était un kiff. C'était un kiff. Tu es un grand frère et tu nous donnes beaucoup de... Voilà, on t'a écouté. On t'a écouté avec beaucoup de plaisir. Et pour tous ceux qui nous écoutent, bah ouais, tu vois, le respect, là, comme il parlait tout à l'heure, le respect, ça ne s'oublie pas. Et on respecte les grands. On respecte le temps passé, l'expérience. Et ça ne s'achète pas. C'était les ballons main-corps. Et comme disait notre illustre entraîneur des gardiens et aussi surveillant, Monsieur Fati, Coco, basket parka, allez hop, vous tournez. C'était ballon main-corps. À la semaine prochaine, beaucoup d'amour. Quentin, à toi. One love.